Contente d'être là parmi vous. Merci Anne, merci Philippe de m'avoir proposé le fait de faire cette conférence sur ce sujet qui vous tient tous à cœur, je suppose, puisque vous êtes là, et qui me passionne grandement dans ma vie quotidienne, dans mon travail quotidien. Je suis thérapeute, je suis les femmes et les hommes dans ce parcours de la PMA vers l'enfant. J'ai préparé la conception, si tant est qu'on peut s'y préparer. Tout n'est pas prévisible. Et j'ai voulu effectivement parler de ce que l'enfant qui est conçu par le biais du don d'ovocytes pouvait hériter de sa mère. Alors, quand je dis de sa mère, c'est sa maman, celle qui la porte, qui le porte, celle qui va l'élever. Et j'ai fait quelques recherches sur ce sujet-là. Je me suis entretenue avec des médecins, des généticiens, j'ai lu. Et je me suis dit, tiens, on peut parler quand même de quelques sujets pour non pas forcément expliquer ce qui se transmet de la maman au bébé, mais pour vous donner quelques sujets de réflexion, et ne pas pour répondre à la question si c'est vous qui serez la mère de cet enfant, si vous avez la légitimité pour l'être, mais que vous puissiez réfléchir un petit peu à ce qui se passe, surtout pendant la vie utérine, avec cet embryon qu'on vous met, qu'on vous transfère, pour que cet enfant puisse ressentir qu'il est le vôtre et pour que vous puissiez ressentir qu'il est le vôtre. D'abord quelques chiffres peut-être. En France, tous les ans, il y a à peu près 800 000 enfants qui naissent et 254 000 enfants en 2014 sont nés grâce à la PMA. 5% de ce chiffre, de ces enfants, sont nés via don d'ovocytes. Et là, je parle du don d'ovocytes qui est pratiqué en France, sachant qu'en France, on attend très longtemps pour en bénéficier, parfois 3, parfois 4 ans et plus. Évidemment, les femmes et les hommes se tournent vers l'étranger, vers les cliniques de l'Europe entière. Et je ne vais pas pouvoir vous citer tous les chiffres de toutes les cliniques, mais une des cliniques que je connais m'a informé qu'il y avait l'an dernier 750 000 naissances des femmes françaises. Donc c'est énorme. Quand vous multipliez ça par le nombre de cliniques qui existent dans chaque pays, vous pouvez imaginer combien d'enfants ça donne qui courent dans nos écoles. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, lorsqu'on regarde ces enfants-là, tous ces parents-là, on se dit, bon, c'est très fréquent, finalement, c'est très répandu, ça va devenir en quelque sorte une normalité, un peu comme la PMA, qui est devenue une normalité aujourd'hui. Et pourtant, c'est quand même assez compliqué d'y aller, c'est assez compliqué de faire cet enfant par ce biais-là. Pourquoi? Parce que c'est une transgression. Et c'est ce que j'entends tous les jours au cabinet. C'est une transgression de la nature. Comment considérer que cet enfant sera le mien? Comment je peux faire pour traverser tout cela? Il y a plusieurs étapes, bien sûr, pour y aller, avant d'y aller, à faire. C'est le deuil d'abord de ses propres ovocytes, mais évidemment, le deuil de ses propres ovocytes, ça cache bien d'autres choses. C'est le deuil d'une vie qu'on s'est imaginée, le deuil de l'enfant qu'on s'est imaginé, de la famille qu'on s'est imaginé d'avoir. Ensuite, il y a l'acceptation du fait que cet enfant, il va être conçu avec la participation de quelqu'un de troisième. Et qui dit quelqu'un de troisième, c'est une troisième tête, c'est un troisième visage. Et là, la situation se complique un peu parce que ce troisième visage, et bien en plus de cela, du fait qu'il est là, quelque part, on vous donne le choix de le savoir ou pas, de le connaître ou pas, puisque vous avez le choix aujourd'hui entre un don anonyme ou pas. Donc là, quelle responsabilité pour vous de devoir choisir
cette dame ou de savoir qu'il y a une femme avec ses gènes, avec un visage, et qui va quand même faire quelque chose pour que vous puissiez appeler cet enfant le vôtre. C'est une chose très très compliquée. Et quand on parle du deuil des ovocytes, eh bien, on ne parle pas que des femmes, on ne parle pas que des femmes, il y a les papas aussi, hein. Les papas font le deuil à leur façon des ovocytes de leurs femmes. Beaucoup de papas disent, futurs papas disent, vous comprenez, ma femme, elle doit faire le deuil de ses ovocytes, mais moi, je dois faire le deuil de ses ovocytes aussi. Parce que moi, j'ai l'impression de faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Hein. À l'origine, faire un enfant, c'est faire l'amour. Donc tout ça, c'est compliqué. Hein. Là, on parle aussi de l'amour, mais il n'est pas fait sous la couette. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a la question de la reconsidération de l'image de l'enfant qu'on avait en nous depuis toujours, inconsciemment, qui s'est forgé en nous depuis notre propre naissance, depuis notre propre conception. Et puis, il y a ce travail sur la légitimité d'être mère, d'être père. Et là, on parle de la maman. Donc, je ne vais pas répondre à la question à savoir si c'est vous qui êtes la mère, parce que c'est une question très, très intime. Elle est liée à votre histoire personnelle, elle est liée à tout votre parcours, à vos expériences. Mais j'ai envie de vous donner quelques éléments d'information. Lorsque j'accueille des femmes au cabinet, elles me disent toujours, vous comprenez, si je fais cet enfant par le don d'ovocytes, ça ne sera pas le mien. Enfin, toujours. Pas toujours, mais souvent. Ça ne sera pas le mien parce qu'il n'aura pas mes gènes. Et les gènes, c'est tout. C'est vrai, aujourd'hui, on est habitué à ce tout génétique. Tout génétique dans la presse, partout, depuis qu'on connaît les gènes, depuis 60 ans. Eh bien, on crie aux gènes, à la puissance des gènes. Tu comprends, c'est de la bonne sève, c'est du bon gène, il a ça 2 mois. Tout ça, c'est dans la vie quotidienne, partout, jusqu'aux repas familiaux. Donc, c'est très difficile de ne pas y penser. On comprend quand même qu'on ne peut passer outre cette question-là. Et la génétique n'explique pas tout, ou alors elle explique tout, mais vu autrement. Et c'est justement ce que j'ai envie de traiter maintenant, d'aborder maintenant comme sujet. Moi, je ne suis pas généticienne, mais je m'intéresse au sujet. Qu'est-ce que la génétique? La génétique, c'est une science qui s'intéresse aux gènes. Elle s'intéresse aux gènes dans son intérieur, c'est-à-dire à l'information qu'il contient. Mais la génétique a une petite sœur qui s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, elle ne s'intéresse pas au contenu, à l'information qui est inscrite dans le gène, elle s'intéresse au comportement de celui-ci. Elle s'intéresse à son expression. En gros, elle s'intéresse à la façon dont la cellule va profiter de ce gène-là, dont la cellule va utiliser l'information qui se trouve dans le gène. Et qu'est-ce que nous dit l'épigénétique depuis un certain nombre d'années? Elle nous dit que l'orientation des gènes, que l'orientation, l'expression des gènes d'un embryon ne se passe qu'en corrélation avec le comportement, le milieu maternel. Donc, avec l'expression du corps maternel. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais j'avais envie de comprendre comment ça se passait exactement dans ce petit embryon qui vient d'être fécondé. Eh bien, dans l'embryon qui vient d'être fécondé, il y a un ovocyte et il y a un spermatozoïde. Ce sont deux petites cellules, les plus petites, qui contiennent chacune un ADN. Il y a l'ADN du géniteur et il y a l'ADN de la génitrice. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe à ce moment-là, parce que juste après la fécondation, il ne se passe rien au final. Il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'en fait, les deux ADN
ne communiquent pas ensemble pendant à peu près 9 à 10 heures. Ils ne communiquent pas, je ris toujours quand je pense à ça, ils se regardent, ils s'appréhendent, ils s'observent, mais ils ne communiquent pas. Il n'y a pas d'expression génétique pour le moment. Elle commence un petit peu plus tard. Elle commence seulement après 9 heures ou 10 heures d'existence de l'embryon. Ce sont des premières expressions génétiques qui ont lieu à ce moment-là. Mais quand même, je me suis posé la question, puisque c'est comme ça, et puisque je viens de dire que l'évolution de l'embryon et l'expression génétique de cet embryon se font en corrélation étroite avec le corps de la maman, qu'est-ce qui se passe avec le don quand c'est le don d'ovocytes, puisque ça ne se passe pas dans le corps, ça se passe au laboratoire, ça se passe dans une éprouvette, tout ça. Donc comment cet embryon va évoluer s'il n'y a pas le corps de la maman? Bon, la bonne nouvelle, c'est que les deux cellules, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovocyte, et là on parle de l'ovocyte, ont suffisamment d'éléments nutritionnels, d'aliments en quelque sorte, pour pouvoir se diviser, pour pouvoir évoluer, se différencier, etc., et pour que ça donne un bébé. Ils les ont, disons qu'ils les ont fabriqués pendant leur propre genèse, encore dans le corps de la génitrice. Donc pendant la genèse de l'ovocyte, il y a la fabrication de tous les nutriments nécessaires à l'évolution de l'embryon, à sa division, à sa différenciation. Donc je me suis dit, on est sauvé, l'embryon va pouvoir évoluer parfaitement tout seul pendant les premières heures et les premiers jours, et c'est exactement ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà partis dans les cliniques pour faire un bébé. Vous savez que vous êtes toujours renseigné par la clinique qui vous appelle, qui vous envoie des SMS pour dire bah oui, là on est à 2 cellules, là on est à 8 cellules, là on est à tant et tant de cellules, donc ça évolue bien, etc. Donc c'est pendant ce temps-là justement qu'il y a des choses qui se passent dans l'évolution de l'embryon, mais l'embryon s'auto-nourrit en fait, en quelque sorte, à ce moment-là. Et donc la première expression génétique, les premières expressions génétiques commencent justement au stade de 2 cellules. Donc quand ils se divisent en 2 cellules. Donc pour l'instant ce sont juste des expressions. Et ensuite, il faut quand même bien qu'ils se mélangent un jour. Et bien ils se mélangent un jour. Ils se mélangent en fait au stade de 8 cellules. Ils commencent à se mélanger. Les 2 génomes commencent à se mélanger au stade de 8 cellules pour former un nouvel ADN. Et alors, là, c'est très très intéressant parce que arrive le moment de la différenciation, qui est donc celle qui arrive après la division cellulaire. Et ce moment de la différenciation est capital dans l'évolution embryonnaire parce que pendant la différenciation, les cellules elles communiquent entre elles et elles commencent à s'organiser pour former des organes, je dis à titre d'exemple, le cœur, la main, les reins, le foie. Donc elles commencent à s'organiser pour former des organes, pour assumer les fonctions, toutes les fonctions de l'organisme, pour que cet embryon devienne un fœtus et un être humain. Et donc pendant ce moment d'organisation entre les cellules, eh bien, il se passe une véritable reprogrammation génétique. La reprogrammation génétique, cela veut dire que ce ne sont pas les informations qui sont dans les gènes qui changent, parce qu'elles ne changent jamais. Mais l'utilisation que les cellules vont faire de ces informations-là vont se réaliser en totale corrélation et dépendance avec le corps de la maman. C'est-à-dire que, pour être simple, dans le corps de la mère, il y a plein de processus chimiques, biologiques, etc. Et tous ces processus-là vont influencer l'expression des gènes pendant cette période-là. Et comment ça se passe? Alors j'ai oublié de dire que, effectivement, cette reprogrammation, c'est une véritable orchestration, ou même réorchestration, qui s'effectue en rapport avec les processus du corps de la maman,
et qui ne sont justement pas du tout les mêmes qu'ils étaient dans le corps de la génitrice. Même si ce sont ces gènes, même si c'est son ADN, l'utilisation que les cellules vont en faire ne sera absolument pas la même. Voilà. Et donc c'est intéressant, mais quand on y pense, finalement c'est simple, ça n'est pas du tout la même utilisation que les cellules vont faire des gènes dans notre corps, même quand nous faisons l'enfant de façon naturelle, que ce que ces cellules faisaient dans le corps de nos mères. Vous voyez, même si c'est une conception naturelle, hein. C'est comme ça dans la vie, en général. Alors, comment ça se passe plus exactement dans cette nouvelle organisation? Eh bien, l'embryon est constitué de gènes d'un côté, et d'un autre côté, de plusieurs molécules qui sont nécessaires tout simplement à la vie embryonnaire, à son évolution, à ce que ça se poursuive. Eh bien, pour qu'un gène puisse s'exprimer, il faut qu'il y ait des synthèses de certaines molécules. Et si cette synthèse, alors c'est vraiment très 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 simple ce que je vous dis, hein, encore une fois je ne suis pas généticienne, mais pour que vous compreniez simplement, si cette synthèse de molécules se fait, il y a l'expression ou pas génétique, c'est-à-dire qu'un gène, un tel et tel gène peut s'activer ou pas. Et l'information qui est donnée au gène pour qu'il s'active ou pas, elle est transportée en quelque sorte par les enzymes qui font ce travail-là. Donc les enzymes, pour être encore une fois vraiment très très simple, vont prendre les informations autour de tout ce qui se passe dans le corps et ils vont dire au gène, voilà, toi tu t'actives pas, toi tu t'actives à moitié, parce que telle et telle chose s'est fait, telle et telle synthèse s'est faite ou pas. Voilà comment ça se passe en fait de façon très simple. Et les enzymes effectuent ce qu'on appelle en fait des marques, un peu comme des coups de tampon sur les gènes, pour les informer de leur possibilité, du fait qu'ils doivent s'activer ou pas, tout simplement. Et ça, c'est assez intéressant parce que les marques qu'elles déposent ont plusieurs caractéristiques. Dans un premier temps, ces marques sont stables et elles peuvent persister toute la vie durant de l'enfant, de l'embryon, du fœtus et de l'enfant. Un exemple, parlons par exemple des gènes responsables des sensibilités, des allergies, par exemple. Un enfant du don d'ovocytes peut parfaitement hériter des allergies de sa mère. Et non seulement il peut les hériter, j'allais le dire plus tard justement, qu'elles sont héritables, donc il peut les hériter. C'est-à-dire que cet enfant peut en hériter, il peut lui-même les transmettre à ses propres enfants. C'est-à-dire que ces marques peuvent être très 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 durables dans le corps de cet enfant, dans cet embryon, cet fœtus et le corps de l'adulte qui sera. Et ces changements donc, épigénétiques, parce qu'on appelle ça les changements épigénétiques, qui ont lieu pendant cette réorganisation que j'ai citée tout à l'heure, peuvent durer toute sa vie, ils peuvent s'hériter, et puis ils peuvent aussi disparaître. Ils peuvent disparaître, c'est-à-dire qu'ils sont réversibles en fonction du changement du milieu et de plein d'autres paramètres. Voilà, donc c'est l'action, encore une fois pour conclure sur ce petit point, l'action des enzymes qui est un véritable processus de reprogrammation du milieu fœtal. Et cela constitue une véritable empreinte fœtale de cet enfant à naître et pour toute sa vie. Alors, il y a deux choses qui sont importantes là, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas très très bien les mécanismes de cette réorganisation. On ne connaît pas tout, sinon on serait très heureux. On ne connaît pas tout cela très très précisément. Et d'un autre côté, les cellules d'un embryon se renouvellent en permanence, toutes les quelques heures, tous les jours en fait, pratiquement. Et ce renouvellement cellulaire est lié aussi au milieu
maternelle. D'ailleurs, les cellules des adultes, nos cellules se renouvellent aussi en permanence. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on devient sensible à certains éléments, à l'air qu'on respire, à ce qu'on mange, etc. Et c'est justement là que j'en viens au domaine qui influence à ce point ce petit embryon qui évolue dans le ventre de la maman. Il s'agit donc de l'alimentation, d'abord, très très important, mais ça c'est connu, hein. On sait qu'une femme qui est enceinte doit apporter tous les éléments nutritionnels nécessaires durant toute la grossesse à son enfant, et que cette période est extrêmement sensible, extrêmement délicate, et qu'elle peut être même parfois décisive du développement de certaines maladies, ou pas. D'ailleurs, il est connu l'histoire du syndrome métabolique. Alors ça aussi, ce ne sont pas des études, hein, vous pouvez lire ça un petit peu un peu partout sur Internet, dans les documents médicaux, cette histoire du syndrome métabolique, selon laquelle les petites filles, je ne parle pas du don d'ovocytes, hein, mais les petites filles dont la grand-mère paternelle avait un comportement alimentaire inapproprié pendant la grossesse peuvent développer, je ne sais pas pourquoi paternelle, mais c'est comme ça, c'est encore de la génétique, hein, elles peuvent développer des maladies comme le diabète, toutes les maladies cardiovasculaires. Et c'est justement quelque chose qui dépendrait de l'alimentation de la grand-mère paternelle pendant la grossesse. Donc, il y a l'alimentation, ensuite il y a évidemment l'environnement, il y a tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et ce qui fait très peur, c'est les perturbateurs endocriniens. Il y a des dépendances, la cigarette, l'alcool, la drogue, la qualité de l'air, j'ai dit, et puis il y a le stress aussi. Alors, il y a une étude qui a été faite sur les femmes qui se trouvaient non loin des attentats de World Trade Center à New York, et on a mesuré le taux de cortisol de ces femmes enceintes, je parle des femmes enceintes, qui était très très élevé, et on a mesuré le taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, chez les bébés qui étaient dans leur ventre et qui était aussi élevé. Et ce qui est curieux, c'est que cette hormone son taux est resté très élevé bien après la grossesse. Donc le stress influence évidemment ce que vit le bébé à l'intérieur. Et puis j'ai laissé à la fin, pour la fin, les états émotionnels, parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser maintenant. Mais avant cela, j'ai envie de vous dire, enfin, on m'a dit, que à partir du moment de la fécondation et pendant ces quelques jours qui suivent, c'est tous ces moments de la division, de la différenciation, etc., il y a entre 2 millions et 3 millions de combinaisons génétiques qui se font. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Même si l'enfant est conçu de façon naturelle, il peut parfaitement hériter des choses de ses aïeux, d'autres membres de la famille très très lointaine, etc. 2 à 3 millions. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques curiosités à ce sujet. Alors ce sont des informations qui m'ont été transmises par des médecins que je connais et qui pratiquent le don d'ovocytes. Si vous avez besoin que je vous donne les noms des études, etc., vous pouvez venir me voir après et je pourrais vous les trouver, vous les avoir. La première curiosité, c'est qu'on a fait une expérience avec les chevaux de course. C'est pas en France, hein. On voulait en fait obtenir un cheval parfait et qui court très vite. Et en fait, on a fait un don d'ovocytes. Donc, on a pris les ovocytes d'une jument extrêmement puissante qui gagnait toutes les courses. Et on a conçu donc un bébé à partir de cet ovocyte-là dans le ventre d'une autre jument qui était de bonne consistance, mais qui n'avait pas de capacité pour courir, mais qui avait d'autres capacités. On voulait en fait un cheval parfait. Et effectivement, le cheval est né, il est très très bien. Il a toutes les capacités du papa, il a toutes les capacités
de la maman qui l'a porté, et il a une incapacité, c'est celle de courir. C'est vraiment, c'est un médecin qui m'a raconté ça, qui pratique le don aussi, qui s'intéresse beaucoup à cette histoire, enfin à toutes ces histoires d'héritage. Voilà. Une deuxième curiosité, c'est que la voix des petites filles qui sont nées par don d'ovocytes ressemblerait, après plusieurs études, ressemblerait davantage à la voix de la maman, celle qui les a portées, et non pas à la voix de la génitrice, la donneuse. Voilà. Un autre exemple encore, on a fait aussi une expérience avec deux embryons tout à fait les mêmes, c'est-à-dire issus de deux donneurs, les mêmes donneurs, en fait. On les a mis dans deux ventres différents, et ces deux enfants ne se ressemblaient pas. Alors qu'ils ont les mêmes gènes, parfaitement les mêmes gènes. Ça aussi, je ne sais pas si vous regardez vos sœurs et vos frères, on a les mêmes ADN, hein. Vous ne ressemblez pas. Hein. Voilà. Et puis une dernière curiosité, ce sont des... c'est une étude américaine qui a été faite il y a 3 ans sur les infections et sur les jumeaux. Donc on a pris un certain nombre, 210 paires de jumeaux âgés de 8 à 82 ans, et dans 75% de cas, le système immunitaire de ces jumeaux était totalement différent, parce que ces jumeaux, allant vers l'âge adulte, ne vivaient pas du tout dans les mêmes milieux. Et alors là, on ne parle pas du ventre, ils sont sortis du même ventre, mais quand même, ça parle des milieux dans lesquels on évolue. Donc ces jumeaux-là n'étaient absolument pas sensibles aux infections de la même façon. Et là, je parle des jumeaux adultes. Maintenant, les jumeaux petits, plus ils étaient petits, en fait, plus leur système immunitaire se ressemblait. Voilà. Et donc, maintenant, je vais passer à une autre forme de transmission. C'est la transmission de l'histoire. Parce qu'on se dit quand même souvent, les gens me disent souvent, vous comprenez, je vais faire l'enfant avec un don d'ovocytes, donc avec les gènes de quelqu'un d'autre, cet enfant n'aura pas mon histoire, c'est pas ma lignée. Pour moi, mon histoire elle est dans mes gènes, donc ça n'est pas concevable. Mais je me suis intéressée un tout petit peu à cette histoire de l'histoire et de sa transmission. Vous savez, il y a 2 types de transmission. Il y a la transmission consciente. La transmission consciente, c'est quoi? C'est ce qu'on raconte à nos enfants. C'est la famille qu'on leur présente. C'est les photos qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils vivent avec nous et ce qu'on leur transmet de façon comme là, je le fais avec vous. Et puis, il y a la transmission inconsciente. Qu'est-ce que c'est? Et comment ça se fait qu'on puisse transmettre quelque chose de façon inconsciente? Bon, ça, je ne découvre rien non plus. Hein. C'est connu depuis un siècle dans les cabinets des psychanalystes, des psys, on hérite de l'histoire de nos parents d'une façon, justement, on ne sait pas trop comment ça se passe. On n'a pas bien compris le système, mais on sait que c'est inconscient. Voilà. Puis vous avez dû observer, ou observer peut-être des gens qui vous entourent, et penser ou vous dire un jour, je ne comprends pas, quand même elle a les mêmes comportements que sa mère, les mêmes réactions émotionnelles que sa mère, bon, c'est quand même pourtant pas la même histoire qu'elle vit, c'est pas la même vie, c'est pas le même événement. Et pourtant, on réagit de façon similaire que nos parents, que nos mamans. Là, je me suis demandé ce que c'était cet héritage et pourquoi, justement, en quoi la répétition émotionnelle, le fait de revivre la même chose de la même façon, des choses qui ne sont pas tout à fait justement les mêmes, mais de la même façon, de façon similaire, en quoi ça pouvait être porteur d'une histoire, en quoi ça pouvait faire office de quelque chose via lequel on se voit transmettre une histoire familiale. Il y a bien sûr beaucoup de thérapies
et la psychogénéalogie, entre autres, qui travaillent de façon très intéressante là-dessus. Bon, j'ai regardé dans le Petit Robert ce que c'était qu'un héritage, tout simplement. L'héritage, c'est quoi? C'est un patrimoine. C'est quelque chose qui est laissé par une personne décédée à son descendant. Donc c'est quelque chose, un patrimoine, quelque chose qui se palpe, quelque chose qui se touche, qui se voit, voilà, quelque chose dont on sait qu'on l'a. Mais quid de l'émotion? L'émotion, comment ça peut se transmettre? Et est-ce que ça se transmet vraiment? Donc c'est tout un ensemble de questions que je me suis posées. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a une première transmission émotionnelle pendant la vie in utero de l'enfant. Cette histoire du stress que je vous ai racontée, c'est un peu ça. Hein. La mère vit un stress, l'enfant vit un stress. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'un enfant perçoit les événements, parce que ça serait lui donner un peu trop de capacité. Il est en devenir, hein. C'est un embryon, un fœtus, etc. Donc, il ne perçoit pas, mais il a des sensations. Ce qui est connu, c'est que des enfants réagissent, ils changent de position in utero, dans le ventre de leur maman, et que lorsque, par exemple, la maman est stressée, quand elle a peur, quand elle est angoissée, ces enfants peuvent changer de position, ils peuvent se recroqueviller sur eux. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se joue dans le corps de cet enfant. Bien entendu, ça n'est pas conscient. En tout cas, c'est une réaction à quelque chose qui se passe. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que ces réactions qui ont lieu dans le ventre, elles se répètent, elles aiment bien se répéter dans la vie de l'enfant qu'il deviendra, et puis dans la vie de l'adulte qu'il deviendra. Et c'est à partir de ce qu'il aura vécu dans le ventre de sa maman qu'il va fabriquer des croyances, qu'il va fabriquer des schémas, qu'il va fabriquer des comportements, une façon ou des façons de réagir à des événements qui ne sont pas du tout les mêmes. Parce que la vie, il y a du temps qui est passé, mais qui seront peut-être similaires ou qui vont se ressembler un petit peu, mais dont il va croire que c'est la même chose. Parce que ce qu'il a pris, lui, dans le ventre, c'était des sensations. Ça s'est fait au niveau inconscient, mais uniquement biologique. Vous voyez? Donc, ça se passe à l'intérieur du ventre de la maman. Une première transmission comme ça, ou plutôt une réaction à ce qui se passe dans la vie de la mère. Mais il y a autre chose pendant cette évolution intra-utérine. C'est que la mère, lorsqu'elle vit des choses pendant la grossesse, quand elle vit des événements qui, par exemple, l'angoissent, qui lui font peur ou qui la mettent en joie, eh bien, ces états émotionnels, ils sont la somme et le résultat de ce qu'elle-même a vécu jusqu'à la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos états émotionnels ne viennent pas comme ça, du ciel. Ils sont déjà, en quelque sorte, programmés par ce que nous avons vécu avant. Ils sont nourris par nos expériences intérieures. Ils sont nourris par notre vie depuis que nous-mêmes avons été dans le ventre de notre mère. Donc, cet enfant qui est dans cet utérus, lui, va prendre tout ce qui se passe en direct avec la mère, mais aussi tout ce qu'elle a vécu jusqu'alors. Mais bon, il reste quand même toujours la même question, comment ça peut se passer biologiquement? Parce que moi, j'aime bien chercher quand même... je fais de l'hypnose, mais j'aime bien comprendre comment ça peut se passer, comment je peux palper ça, comment ça peut se passer matériellement. Alors, l'émotion, elle a plein de caractéristiques, et parmi toutes ces caractéristiques, elle en a deux qui m'intéressent. D'abord, c'est qu'elle a sa biologie. Elle a sa biologie, et puis la deuxième, c'est qu'elle a son énergie. Et que ces deux caractéristiques-là, elles sont complètement liées. Et si l'on croit certains scientifiques,
chaque émotion serait accompagnée d'un certain nombre de modifications biologiques dans le corps, dans l'organisme. Par exemple, la montée de certaines hormones, la variation des taux de certaines molécules, et chaque état émotionnel laisse des traces dans les tissus. Les cellules qui constituent le corps, et il y en a 100 millions à peu près, ont la capacité de stocker les traces de toutes les émotions que nous avons vécues sous forme d'acides aminés qu'on appelle autrement des neuropeptides. Donc ça voudrait dire qu'en fait les émotions, c'est pas juste un état comme ça qu'on vit. Bon d'accord, le corps change de position, il agit d'une certaine façon, mais elle laisse des traces. Il y a des traces de tout ça qui restent, un peu comme sur un disque dur, finalement. Et bien moi je trouve ça très très intéressant pour un embryon. Pourquoi? Parce que une maman et un papa qui veulent un bébé, qui vont vers le don d'ovocytes, eh bien ils sont dans un état d'esprit. Il y a deux états d'esprit différents. Et puis dans le don d'ovocytes, c'est encore plus curieux parce qu'il y a un autre état d'esprit qui a donné l'ovocyte. Donc il y a des états émotionnels différents. Il y a la maman, le papa, puis la donneuse, peut-être un donneur aussi. Il ne faut pas oublier que parfois il y a le double don. Donc il y a deux états émotionnels, deux états d'esprit, deux états énergétiques complètement différents. Et bien cet embryon, c'est une entité, une troisième entité, qui va être le résultat de tout cela. Donc lui aussi, il va déjà avoir des traces des émotions de ces deux parents dans son tout petit corps. Donc c'est une nouvelle entité biologique, énergétique, émotionnelle, et puis de toute manière, on sait que tout ça, bien sûr, de façon complètement inconsciente, parce qu'il ne peut pas penser, même s'il y a certains auteurs qui ont écrit des bouquins là-dessus, en disant qu'en fait, un petit peu aussi comme Yvonne, qui fait parler et penser ses embryons. Parce qu'on peut penser qu'ils pensent, mais en fait, ils se comportent en fonction de ce qu'ils vivent et de ce qui s'est... de ce qui a laissé des traces, hein, de tous ces états émotionnels qui ont laissé des traces. Mais bien sûr, tout cela est de l'inconscient. Et bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tout cela concernant la transmission? Donc cet enfant, il est issu de tous ces états-là. Si on sait que l'émotion laisse des traces, il est en lien avec tout cela à l'intérieur. Et moi, j'ai trouvé 3 pistes pour expliquer cette transmission émotionnelle et donc la transmission de l'histoire. Dans les cabinets des psys, vous apprenez que inconsciemment, vous saviez quelque chose que vous ne saviez pas. C'est l'histoire des secrets aussi, très très souvent. On vit des choses, on se comporte d'une certaine façon dans la vie sans savoir que dans notre famille, il y a eu ça, ça et ça, qu'on découvre au bout d'un certain nombre d'années. L'exemple complètement personnel, moi quand j'étais jeune fille, je ne voulais pas de fille. Je ne voulais pas de fille, et je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant je le sais, mais je ne voulais pas de fille. Pour moi, avoir une fille, c'était un drame. C'était un drame, effectivement, qui est parti ensuite lorsque j'ai découvert qu'en fait ma grand-mère paternelle, cette fois, elle a eu 4 filles avant mon papa, et elles sont toutes mortes. Mais elles se sont toutes appelées Lydia. Et puis, dans son village, alors que c'était la période des pogroms en Ukraine, les Ukrainiens venaient tuer toutes les femmes enceintes et ils pendaient les bébés par leurs entrailles. Donc, je me suis dit, inconsciemment, que peut-être, je ne sais pas, mais je ne voulais pas de fille. Hein. Ça me faisait très très peur d'avoir une fille. Aujourd'hui, j'ai une fille. Mais bon, tout ça, c'est bien sûr du passé. Donc voilà, cette histoire, je l'ai découverte en faisant un travail personnel sur moi aussi, dans ce sens-là. Pour vous dire qu'en fait, que l'inconscient retient l'histoire familiale parfaitement,
sans qu'on le sache. Et cette histoire, elle est dans le corps. Elle est gravée dans les cellules. Et donc, excusez-moi, je reviens donc à mon histoire de 3 pistes pour comprendre comment ça se passe. Et bien, la première, c'est, je vais citer un scientifique américain qui est Harold Sexton Burr. C'est un scientifique du XXe siècle qui a travaillé à Yale, qui a fait plus de 50 ans de recherche au sujet de l'énergie, en fait, de l'énergie humaine. Et donc, il a trouvé, et ça a été confirmé par d'autres scientifiques, ça l'est encore, aujourd'hui, que tout corps humain possède autour de lui, enfin dégage de lui, un champ électromagnétique. C'est connu en médecine que tous les organes dégagent de l'électricité, enfin émettent des ondes électriques, le cœur, le cerveau, les viscères, les poumons, etc. Et donc, lui, il affirme que chaque organisme, chaque corps, donc un embryon aussi, a son champ électromagnétique, parce que ce champ électromagnétique, c'est la somme de toute l'électricité que le corps émet et qui est mélangée avec l'activité de toutes les molécules. Et ça fait un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, comme il est en fait lié à la biologie et qui en dépend, eh bien, il change en permanence. Il change, par exemple, avant l'arrivée d'une maladie grave. On sait aujourd'hui que les gens qui sont atteints du cancer, on a mesuré, on a observé le champ électromagnétique avant la maladie, il changeait. Les femmes, pendant leur période d'ovulation, se voient leur champ électromagnétique complètement déstabilisé, enfin complètement changé pendant 24 heures. Donc, toute émotion, tout le vécu du corps provoque le changement, la variation de ce champ électromagnétique. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire des champs électromagnétiques et de l'émotion qui laisse des traces, c'est qu'en fait, un embryon qui grandit, pendant qu'il se développe, pendant qu'il se divise, pendant qu'il se reprogramme génétiquement, eh bien, ces cellules se renouvellent donc en permanence, et chaque nouvelle cellule prend une part du champ électrique existant et le reproduit de façon tout à fait analogue. Voilà. Alors je me dis comment un champ électromagnétique influencé par telle ou telle émotion, etc., pourrait-il ne pas être reproduit? Ça paraît logique, en tout cas pour moi. Et donc, ça c'est la première piste de cette transmission. La deuxième piste, c'est l'existence d'un autre type de champ qu'on appelle des champs morphiques. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a un autre scientifique qui s'appelle Hubert Sheldrake, américain aussi, qui a fait beaucoup de recherches pendant des dizaines et dizaines d'années, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs, La mémoire de l'univers, si ça vous intéresse. Lui, il dit qu'il existe en fait autour, à la base de toute existence, que ça soit corporel, émotionnel, organisationnel, eh bien, un fondement, et que en fait tout ce qui existe, une réaction, une émotion, une organisation, quelle qu'elle soit, un corps, une cellule, eh bien ça se reproduit de façon analogue par le biais d'un certain nombre de lois mathématico-physiques, des probabilités et autres, tout simplement. Donc comment ne pas, en tout cas moi je ne peux pas douter qu'un état comme une émotion répétitif puisse ne pas se reproduire alors que lui-même a quand même des changements biologiques et chimiques dans l'organisme qui restent. Et puis, la troisième piste qui me semble intéressante, c'est ce qui se passe dans le corps du bébé pendant la grossesse. Que vous avez remarqué, quand on fait les échographies des fœtus, on voit que la tête est quand même beaucoup plus grosse que le reste. Hein.
Bon, ça c'est le cerveau. Hein. Le cerveau humain est gros, il est plus gros que celui des animaux, il est plus gros que le reste du corps au tout début. Et dans ce cerveau, il y a beaucoup de neurones, des milliers de neurones qui sont qui sont pour la plupart connectés entre eux. Eh bien, jusqu'à là, ça va. Mais au-delà de ces neurones connectés entre eux, il y a un certain nombre de neurones qui ne sont pas connectés entre eux. Et ce sont des neurones qui, pendant la vie fœtale, apparemment ne servent à rien. Ils ne servent à rien et, comme disent les scientifiques, ils échappent à toute planification innée et ils sont aptes à recevoir des informations qui ne sont pas soumises aux déterminations génétiques. On parle des neurones qu'on appelle en fait, qui se regroupent dans ce qu'on appelle des zones libres dans le cerveau humain et qui occupent quand même un tiers du cortex. Bon, c'est quand même assez important. Donc, à quoi ils servent ces neurones-là? Eh bien, bon, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y en a qui disent ces neurones-là sont probablement chargés de toute acquisition culturelle et ils s'activent après la naissance. Et puis il y en a d'autres qui disent ok, peut-être qu'ils s'activent après la naissance, cela n'empêche que l'encéphale est ouvert à son milieu, c'est-à-dire le milieu dans lequel il baigne depuis que l'embryon a été conçu. Donc, pourquoi se mettrait-il en activité seulement après la naissance? Ils sont tous d'accord pour dire que ces neurones sont complètement réceptifs justement au milieu dans lequel ils se trouvent. Et puis donc, il y en a beaucoup qui sont d'accord sur le fait que ces neurones constitueraient une base de l'inconscient. En fait. Donc, on dit aussi qu'un inconscient et un autre inconscient, ça se parle, hein, ça communique, c'est une chose connue. Donc, encore une piste pour dire que dans le ventre maternel, il doit se passer beaucoup de choses. Hein, quant à la transmission, quant à cet héritage de l'histoire familiale. Tout ça pour vous dire que l'histoire personnelle ne se transmet pas par les gènes, elle se transmet justement par l'inconscient et elle se transmet surtout par le corps. Je vais vous donner un exemple d'une jeune femme que j'ai reçue il y a 1 an à peu près. Elle m'a dit, écoutez, je n'arrive pas à avoir d'enfant, je vais devoir partir pour le don de vos sites, mais le problème c'est que je ne suis pas sûre de pouvoir être mère même par le don de vos sites parce que ma mère, elle a fait plusieurs tentatives d'avortement lorsqu'elle était enceinte de moi. Et en plus, moi j'ai été très très malade, j'avais l'asthme pendant plus de 30 ans, depuis la naissance. Bon, l'asthme, c'est une maladie qui est connue pour avoir des origines psychogènes et être due, entre autres, à l'angoisse de la naissance. Ça c'est entre parenthèses. Et donc, elle m'a dit, je ne sais pas comment je vais y arriver, parce qu'en fait, elle voulait me tuer. Donc, je me sens morte, je ne me sens pas capable de faire un enfant, puisque je suis morte. Et au bout de quelques séances, elle a décidé d'aller voir sa maman, avec laquelle elle s'entendait très très bien du reste, hein, parce que sa mère lui avait parfaitement raconté son histoire. Et elles étaient en très très bonne relation. Puis sa mère s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère et elle lui a dit, écoute, c'est la énième fois que tu me parles de cette histoire, je n'ai plus envie d'en parler, je t'ai déjà tout raconté, je t'ai déjà tout expliqué. Et s'est mise vraiment très très en colère. Elle a dit, mais je ne savais pas que c'était toi à l'intérieur. Vous voyez? Elle voulait se débarrasser d'une grossesse parce qu'elle avait 17 ans, elle ne pouvait pas l'assumer. Mais elle ne voulait pas tuer sa fille. Voilà. Et c'est sur cette croyance que ma cliente était partie dans la vie. Avec cette croyance-là. Et le jour où la mère lui a dit ça, alors je ne dis pas que c'est grâce à ça ou grâce à
je ne sais quoi, qu'elle est tombée tout de suite enceinte, mais elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Voilà, je vous remercie.